Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. L'expédition franco-danoise découvre à l'extrême nord du Groenland le corps d'un homme parfaitement conservé dans la glace de la banquise. I need water. Help me, I need water. Nous ne devons absolument pas sous-estimer la parole du président américain. We need Greenland first. Nous sommes dans un monde qui se dérègle. You know Emmanuel Macron. Nous évoluons dans un monde de grande puissance avec une vraie tentation de se partager le monde. I love the French accent. Emmanuel, is it a dance party with Beyoncé? Si la souveraineté d'un pays allié était touchée, les conséquences en cascade seraient inédites. You're gambling with World War III. Je leur promets le feu et la fureur. Et oui, eh bien, c'était à André Berkoff à Davos. Un coup d'État a lieu à Davos où, depuis lundi, eh bien, se déroule le 56e Forum économique mondial, André. Oui, après un très bon teasing de Julien, de notre réalisateur, je dois dire que effectivement, vous savez, j'ai quand même un scoop parce que vous risquez d'être un peu l'homme qui a été découvert dans les glaces depuis 200 ans, c'est pas Donald Trump, non. Il ne sort pas du glacier du Groenland. Mais en même temps, on a l'impression qu'il en sort parce que ce qui s'est passé depuis 48 heures à Davos, et ça continue dans ce forum économique mondial, le temple, je rappelle, du globalisme et de la mondialisation heureuse chère à Alain Minc, eh bien, on était dans une euphorie formidable. Et puis là, patatras, on est en train de changer de monde, de règles, on est en train de changer de logiciel. On va en parler notamment avec le journaliste Gérald Olivier, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on va parler évidemment de tout. On va parler du halal, puisqu'il y a énormément de gens qui y sont. Mais pour le moment, avant de parler de halal et compagnie, il est arrivé, Trump. Et quel que soit ce qu'on peut penser, qu'on l'aime pas, qu'on le déteste, qu'on le prend pour un charlatan ou un fou, ou pour un génie, ou pour un disrupteur, incontestablement, il a changé la donne parce que c'est le miroir qui réfléchit, comme disait Cocteau. Il a dévoilé quoi ? Une certaine et une hypocrisie certaine qui règne depuis des décennies, où on dit tout va bien dans le meilleur des mondes, l'Europe ceci, l'OTAN c'est là. Mais sur l'Europe, sur l'OTAN, sur le Groenland, sur ce qui se passe, sur les éoliennes, sur l'immigration, il a envoyé ses scuds et chacun répond dans le désordre le plus intéressant. Bonjour Gérald Olivier. Bonjour André. Bonjour. Vous êtes journaliste franco-américain. Je rappelle que vous êtes éditeur du blog France-Amérique. Et c'est vrai, Gérald Olivier, qu'on vit depuis quelques jours. Ça fait même plusieurs mois et aussi non plusieurs années. Mais là, il y a eu ce que j'appellerais, en tout cas moi, le moment de vérité. C'est-à-dire, il est arrivé, Trump, d'ailleurs, avant lui, Lutnick, l'un de ses adjoints, l'un de ses bras droits, et Scott Bessent, le secrétaire d'État aux finances, enfin de Trump. Ils avaient commencé à dire un certain nombre de choses, mais alors là, l'apothéose, ça a été ce qui s'est passé là. Et puis on va parler aussi évidemment du Club de la paix, de ce Conseil de la paix organisé et qui est déjà en rupture. Mais Gérald Olivier, est-ce qu'il y a quelque chose, il dort quand Trump ? Je veux dire, est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il a une demi-heure de sommeil, 2 heures de sommeil ? Parce qu'on a l'impression qu'il a un clone, qu'il a un avatar qui est là quand lui dort, l'autre, il y va avec la même ferveur. Dites-moi. Oui, mais vous avez parfaitement raison. Vous savez qu'à bord d'Air Force One, les journalistes détestent quand Trump vient s'asseoir à côté d'eux. Parce que eux, ils ont envie de dormir pendant le voyage, lui pas. Et s'ils ne dorment pas, ils peuvent pas couvrir l'événement le lendemain, alors que lui, il est en pleine forme. Mais plus sérieusement, à Davos, en effet, il s'est passé deux choses formidables. La première, c'est que malgré tout, les tensions sur le Groenland sont retombées, et on pourra revenir là-dessus. Mais ce que vous avez parfaitement souligné et que j'avais également remarqué, c'est que toute la première moitié du discours de Trump a été consacrée à condamner la mondialisation heureuse de Davos, et puis de dénoncer l'hypocrisie des Européens. Il a vanté les réussites économiques de son administration depuis un an, et ensuite il a souligné que l'Europe de son côté, elle était victime de la grande arnaque verte, les fameux les moulins à vent et toutes les éoliennes. Les intermittentes du spectacle.
Exactement. Et qui ont fait que sa production d'énergie est en train de sombrer, que son économie est en train de sombrer, qu'elle a abandonné ses frontières, qu'elle a une politique migratoire qui conduit à sa dilution civilisationnelle, et en gros qu'il y a là un vrai fossé qui s'est créé entre les États-Unis et l'Europe. Et ce qu'il faut peut-être retenir sur le plus long terme de ce Davos, c'est que, je dirais, le début de la fin a peut-être commencé là. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en dehors du discours de Donald Trump, il y a 3 discours qui ont été beaucoup écoutés, beaucoup répercutés dans les médias. C'est celui du chancelier allemand, celui du Premier ministre canadien et le discours de Macron. Et tous les 3 ont enterré l'ordre international actuel. Et en fait, celui qui l'a sauvé, c'est Trump, en disant, rassurez-vous, je ne vais pas attaquer le Danemark, et je vais pas envahir le Groenland. Ce que tous ceux qui étaient sérieux savaient à l'avance. On sait très bien comment Trump fonctionne. Il fait des menaces qui sont là pour déstabiliser ses adversaires ou ses interlocuteurs, sachant que ce qu'il veut, c'est pas arriver jusqu'au bout, mais obtenir quelque chose à mi-chemin. Gérald Olivier, vous le savez absolument, pour avoir lu comme moi et comme beaucoup d'autres The Art of the Deal, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par dire, allez, je vais, tarif douanier, allez, vous voulez pas 10%, et puis 25% en juin. Ils ont dit non, Donald, et il dit, écoutez, on va pas le faire. Vous êtes d'accord pour le Groenland? Oui, on est d'accord pour le Groenland. Mais dites-moi, Gérald Olivier, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, en fait, il agit, alors qu'on peut penser des tas de choses de lui, il n'a pas de surmoi, il y va brut de décoffrage, très bien. Mais c'est un révélateur, parce que il y a eu 2 épisodes, moi, qui m'ont absolument frappé. Vous vous rappelez le contingent de 15 soldats allemands et de quelques soldats français qui arrivent au Groenland, évidemment, pour contrer, pour faire la résistance. Bon, ils repartent 48 heures plus tard. Et aussi cette histoire évidemment du Art of the Deal. J'envoie les scuds sur les tarifs douaniers. Tout le monde dit ça s'affole en disant mais c'est un fou, qu'est-ce qu'il fait? Et après il donne l'impression aux gens qu'ils ont gagné parce qu'il a retiré les trucs tarifaires, quoi. Absolument, et c'est d'où l'expression que les Américains ont autour de lui, où on dit qu'à la fin, il se dégonfle toujours. Mais dans la réalité, c'est Trump qui a mis l'intérêt stratégique du Groenland sur la table. Ça faisait des décennies que le Danemark et les Européens et l'OTAN en général ignoraient le Groenland. Et d'ailleurs, les Chinois avaient commencé à y mettre le pied, et c'est Donald Trump qui a stoppé tout ça. Donc, le bilan des courses à l'heure actuelle, on ne connaît pas trop encore l'accord qui a été évoqué lors d'une rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN suite au discours de Trump. Mais il y aura un renforcement de la défense du Groenland. 2, il y aurait des droits et comment dirais-je, des concessions minières accordées aux États-Unis. Oui, absolument. Voilà. Et 3, il y aurait le déploiement de missiles défensifs face à l'armada russe qui se trouve de l'autre côté du cercle polaire. Donc, sur le fond, c'est Trump qui gagne. Et attendez, et ça lui coûte pas un sou, puisque c'est le Danemark qui va continuer en principe à payer. Et c'est l'OTAN qui va payer. Absolument. Mais le fond est là. Donc on peut se moquer de la méthode, mais le résultat est quand même toujours efficace. Et puis l'heure de vérité, enfin le côté, le rappel, la piqûre de rappel, quand l'histoire de l'OTAN. C'est intéressant, parce qu'au début, Marc Rutte, tous les autres disaient l'OTAN. Sauf qu'il dit, attendez, on le sait, même maintenant, l'Amérique, les États-Unis, c'est le 2/3 du budget de l'OTAN vient des États-Unis. Donc, les mecs lui disent, attendez, on veut bien, mais participer un tout petit peu plus. Donc, en fait, Gérald Olivier, est-ce que si on prend un peu de distance par rapport à ça, on a vraiment l'impression, non pas d'un renversement, juste un mot aussi, ce qui m'a beaucoup frappé, et je suis sûr vous aussi, c'est que Poutine a dit le Groenland ça nous intéresse pas, c'est pas notre problème, hein. Bon, il s'arrangera entre, c'est quand même gros. Il a dit textuellement ça, et puis il dit je suis prêt à donner $1 milliard au club de la paix de Trump. Il y a quand même quelque chose qui se passe là. Ah oui, ça c'est fondamental. Alors il faudra voir jusqu'où va ce club de la paix, tous ceux qui sont pour l'instant qui refusent d'y rentrer ont bien compris que c'était un substitut à l'ONU, que l'ONU n'est pas capable de remplir sa mission, que l'ONU a été détournée par tous les pays du Sud et tous les pays acquis justement à cette mondialisation où le Nord paie pour industrialiser et développer le Sud à ses propres dépens, et ça Donald Trump ne veut pas le cautionner ni le financer, donc il est en train de monter une organisation parallèle qui au départ, souvenons-nous, le Conseil de la paix devait
devrait être uniquement consacré à Gaza. Oui, il tout à fait. s'agissait de gérer Gaza Exactement. et d'organiser sa reconstruction et de la financer. Tout et à donc, fait. les comment dirais-je, les personnes de bonne volonté, ceux qui étaient prêts à apporter de l'argent, allaient avoir un siège à ce nouveau Conseil de la paix. Mais d'ores et déjà, on parle d'aller au-delà. Ouais. C'est-à-dire de s'intéresser à d'autres conflits que celui de Gaza. Et on voit très bien que ce Conseil de la paix, il est en train de se monter comme une institution parallèle aux Nations Unies. Oui. Donald Trump a dit qu'il allait travailler conjointement avec les Nations Unies, mais on verra. Quand on connaît l'inefficacité des Nations Unies et quand on connaît le souci de Trump que De Gaulle appelait le machin, vous vous en souvenez? Machin, oui, voilà. Et donc là, on a un deuxième bouleversement, parce qu'en fait, il est évident que cette institution américaine, enfin, c'est pas américaine, mais cette institution qui, au départ, avait été montée par les États-Unis à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et dont le siège est toujours à New York, aujourd'hui, sans qu'on le dise, elle a quand même perdu énormément de son utilité, parce que c'est pas elle qui a fait la paix à Gaza, c'est pas elle qui a fait la paix au Congo, c'est pas elle qui a fait la paix en Arménie ni en Azerbaïdjan, ni ailleurs, c'est Trump. Donc il y a une montée parallèle. Oui, et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est encore une fois mise en question de l'ONU, mise en question de l'OTAN, en tout cas relativisation absolue de c'est le cas de le dire, de ces deux institutions. Ne parlons pas de l'OMS que les États-Unis viennent de quitter l'Organisation mondiale de la santé. Les États-Unis viennent de quitter officiellement il y a 2 jours. Au bout d'1 an, c'est quand même assez pas mal. Mais alors, je voudrais vous poser une question aux journalistes que vous êtes. Et comment vous expliquez qu'un certain nombre, et on ne nommera personne, comment vous expliquez qu'un certain nombre de médias de notre cher pays, de médias français, continuent qu'on soit pour ou contre, qu'on critique Trump ou pas, mais de nier le réel, c'est-à-dire de s'être enfermé dans une espèce de narratif, je ne dirais pas le métaverse, et de dire non, mais c'est pas vrai, tout ça, enfin c'est pas vrai. En tout cas, c'est pas comme ça que ça se passe. Comment vous expliquez, vous, en tant que journaliste, c'est quand même assez bizarre, je trouve. Ah mais Donald Trump, du point de vue français et du point de vue de la gauche française, c'est l'ennemi à tous les points de vue. D'abord, c'est un milliardaire et la gauche n'aime pas les milliardaires, elle veut leur couper la tête. Ensuite, c'est un homme d'affaires qui n'a pas une grande culture intellectuelle, c'est pas quelqu'un qui vous dit qu'il a lu Descartes en se levant le matin, non, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Donc on ne l'aime pas. Ensuite, il a des politiques qui sont fondamentalement capitalistes. Et le problème, c'est que le capitalisme, c'est une machine à produire qui fonctionne très bien. Alors que le socialisme, c'est une machine à tuer, qui fonctionne aussi malheureusement très bien. Et donc, il est la personnification de l'opposition. Et plus il réussit, plus il met en avant leurs propres échecs. Donc Trump, c'est le dernier personnage qu'ils veulent voir réussir. Et donc, ils vont nier la réalité tant qu'ils le pourront. Et Dieu sait que lorsque je suis parfois invité à droite à gauche sur la télévision publique, je suis toujours le seul à défendre Trump. Et j'ai, comme vous le dites en face de moi, des gens qui nient la réalité. Qui refusent de voir le fait. Donc moi j'espère et je souhaite que les États-Unis et que l'économie américaine connaissent le boom que Donald Trump a préparé tout au long de 2025. On verra jusqu'à quel point il se concrétise. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a transformé l'Amérique en bien et qu'il est également en train de changer le monde et également en bien. Et quelque chose qu'on voit aussi, Gérald Olivier, quel que soit ce qu'on peut penser, c'est que encore une fois de plus, est prouvé que l'économie, évidemment, c'est au centre de tout, l'économie et l'énergie, mais le facteur humain est encore plus le centre de tout. On voit ce qui se passe depuis que Bukele est au Salvador, que Javier Milei est en Argentine, que Orban est en Hongrie, que Meloni est en Italie, et je ne parle pas de Trump et de Xi Jinping. Je ne les mets pas sur le même plan. Mais enfin, on voit que le facteur humain, qui est à la tête du pouvoir, peut changer beaucoup de choses, et y compris le réel. On dirait que chez nous, ça aussi c'est nié. Absolument. Le facteur humain, aussi bien à la tête de l'organisation qu'en bas. Parce que lorsque vous regardez l'économie américaine, ceux qui profitent le plus de l'effet Trump pour l'instant, c'est plutôt les travailleurs les moins favorisés. Tout à fait. Ce sont les travailleurs les moins qualifiés qui bénéficient de l'expulsion et du départ volontaire en grande quantité d'un certain nombre d'immigrants clandestins qui sont là pour faire baisser les salaires, et notamment les salaires des gens qui ont le moins de qualifications. Donc le facteur humain, il est présent
aux deux bouts, si vous voulez, de la chaîne, en bas et en haut. Tout à fait, Gérald Olivier, d'autant plus parce qu'on en a très peu parlé de ça ici, c'est que quand il dit, moi je ne veux pas que les maisons, les habitations soient prises par des grands groupes, je veux que les gens puissent quand même au bas de l'échelle, acheter leur maison et être propriétaires. Donc il a fait une loi en ce sens-là. Donc absolument. Le milliardaire, vous savez, juste un mot, quand je suis allé le voir, que je l'ai interviewé il y a 10 ans, hein, ça fait presque jour pour jour il y a 10 ans, mais quand j'étais allé dans un de ses meetings, je me rappelle, je crois que Mississippi ou Alabama, et j'avais demandé en bon journaliste français, combien vous gagnez? Alors là, me disait $1 500, l'autre $2 000. Je disais, mais comment vous suivez un milliardaire? C'est pour répondre à votre propos. Il disait, mais on le suit parce que c'est un milliardaire. Je dis, pourquoi? Il dit, parce qu'il peut être ni acheté ni vendu. Bah oui, c'est ça. Non, mais c'est très très juste. C'est très très juste. Et vous étiez à l'origine du mouvement MAGA, donc vous avez vu des gens qui avaient c'est cette mentalité-là qui a permis à Trump aujourd'hui d'être où il est. Et puis pour cette question des maisons individuelles, il faut comprendre que c'est très très important dans, je dirais, la mentalité, la culture américaine. Les Américains ont toujours été propriétaires de leur domicile. Quand vous êtes propriétaire de votre maison, personne ne peut vous en chasser. Et tout le monde veut devenir propriétaire. Il y a 50 ans, on se mariait à 20 ans et à 22 ans, on était propriétaire de sa maison. Aujourd'hui, les Américains se marient beaucoup plus tard et à 40 ans, ils sont toujours pas propriétaires de leur maison parce que le coût de la vie est beaucoup plus élevé. Ils veulent changer. Donc tout milliardaire qu'il est, il s'intéresse au commun des mortels et au commun de ses concitoyens. Très intéressant, en tout cas, Gérald Olivier, qui votera verra, mais il serait bon peut-être que pour nos pays, on réfléchisse un peu sur ce qui se passe là-dessus. À bientôt et merci encore pour vos éclaircissements. Merci de votre invitation. À bientôt. André Berkoff, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio et c'est d'un sujet qui fait polémique en France depuis quelques jours, dont nous allons